entre les deux pays. Vous avez le nombre d'accords qui sont signés, mais surtout mis en œuvre entre les deux pays. Vous avez le volume des échanges commerciaux, des échanges économiques, des échanges culturels entre les deux pays, des échanges scientifiques. Vous avez également, on peut le dire, le niveau de représentation que chaque pays essaie d'avoir dans le pays d'accueil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'elle gagnerait à être renforcée. Je crois qu'il y a un travail qui doit être fait pour mettre tous ces indicateurs au bon niveau, de manière à ce qu'elle soit rentable pour les deux pays. Je ne vais pas entrer dans les détails, n'ayant pas un mandat pour ça, mais l'observateur que je suis pense qu'elles peuvent être rehaussées pour le plus grand bien des deux pays. Alors en quoi ça peut nous être utile? Dans quel domaine précis? Si vous l'aviez dit certes de manière plus ou moins ramassée ou générale, mais concrètement, quelles sont les actions que nous devons initier? Vous pouvez citer peut-être quelques pays qui ont su tirer avantage de ce nouveau partenariat avec la Russie, par exemple. C'est d'abord le programme du gouvernement. Notre programme national qui doit définir les actions qui nécessitent de sortir à l'extérieur. Donc, les objectifs de politique intérieure qui se prolongent vers l'extérieur. Supposons qu'on a, comme c'est le cas, un plan de développement, un plan de construction, un plan de... On parle aujourd'hui de l'émergence. Si nous voulons atteindre l'émergence, il y a un certain nombre d'outils dont nous avons besoin. Des outils technologiques, un certain savoir-faire, des équipements qui nous permettent de les atteindre. Et la Russie, de ce point de vue, a ces équipements. Elle a le savoir-faire, elle a les équipements, elle a la technologie, elle a les experts qui conviennent et la capacité à former les experts congolais. Si je ne prends que le domaine de l'aviation, il a été démontré, sans que je sois un spécialiste du domaine de l'aviation, que les avions russes sont très adaptés pour des terrains comme les nôtres, comme les pistes comme les nôtres. Et donc, c'est un besoin que nous avons, de pouvoir utiliser ces engins, qu'il s'agisse des avions ou des hélicoptères. Vous avez les équipements agricoles. Quand je parle de Russie, je peux également parler de ses voisins, c'est-à-dire des anciens pays de l'Union soviétique, qui ont un savoir-faire dans les équipements agricoles, dont nous avons besoin pour le développement de notre agriculture, qui, comme vous le savez, est toujours considérée comme priorité des priorités. Vous avez le secteur du pétrole. La Russie, en matière de pétrole, a un savoir-faire qu'elle peut partager avec notre pays, qui est sur cette voie, en train nous l'espérons, de devenir également une puissance pétrolière. Vous avez les mines. Nous sommes un pays à un grand potentiel minier. Il y a un grand savoir-faire au niveau de la Russie pour le domaine du secteur des mines. Donc, plusieurs secteurs importants de la vie nationale gagneraient à bénéficier de l'expertise tirée du partenariat avec la Russie. Et je ne vais pas oublier la formation. Nous avons beaucoup de secteurs qui boostent le développement, pour lesquels il nous faut des ingénieurs, il nous faut des techniciens qui sont en mesure de répondre à la demande actuelle. Plutôt que de former des experts dans des secteurs qui n'interviennent pas immédiatement dans les domaines techniques, on peut profiter du savoir-faire russe dans tous ces secteurs que je viens de citer, la géologie, le pétrole, l'ingénierie, les grands travaux, pour disposer au niveau de notre pays de ces savoir-faire, soit que nous envoyons nos étudiants étudier là-bas, soit qu'on fait venir les experts et les techniciens ici pour former les Congolais. Justement, on parlait d'université Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? L'université Lumumba est un exemple de, si l'on veut, de la main tendue ou de la reconnaissance, si vous voulez,
de la lutte de ce nationaliste africain. Et c'était représentatif de la vision que la Russie avait dans l'accompagnement des mouvements nationalistes. Vous savez que dans la plupart des pays africains, la Russie a été aux côtés des nationalistes qui revendiquaient leur indépendance. Donc, la baptisation, si vous voulez, la création de l'université de Lumumba est un exemple type fort d'ailleurs qui démontrait l'importance que la Russie donnait à la République démocratique du Congo. Hélas, l'université a été débaptisée. Aujourd'hui, c'est l'université pour l'amitié des peuples. Pourquoi elle a été débaptisée? De mon humble avis, je crois que plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, mais je retiendrai peut-être le peu d'entrain ou le peu d'intérêt manifesté par l'Afrique elle-même pour cette université, qui a pourtant formé beaucoup d'Africains, mais aussi la concurrence au niveau des formations internationales aujourd'hui. Les universités sont en concurrence avec d'autres universités, donc elles tentent à la fois au niveau de leur promotion, de se mettre tant au niveau du design qu'au niveau des formations qui sont offertes, au même niveau que les autres universités, pour attirer évidemment une clientèle d'étudiants la plus large possible. Je crois qu'elle a plus de 26 000 étudiants aujourd'hui, et vous n'avez que 24 étudiants congolais boursiers à l'URA. Ah bon? Donc il y a un grand travail à faire à ce niveau-là également, pour pouvoir former nos jeunes, pour former des jeunes Congolais. Il y a peut-être un travail qu'il faut faire. Mais justement, professeur, je m'en vais effectivement poser une des questions les plus importantes de cette entrevue, je l'estime. Selon vous, en quoi la Russie pourrait-elle constituer un partenaire qui nous sera moins problématique que les autres, par exemple? C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'on peut tirer un avantage? Quels sont les atouts, les points positifs du partenariat qu'a la Russie avec les autres pays? Ce que je sais, ce que je lis, ce que j'entends de la part des autorités russes, en matière de politique étrangère, c'est d'abord la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. C'est aussi le respect de la souveraineté des États et la recherche du dialogue en toutes circonstances pour éviter le conflit. La Russie prône la primauté des Nations Unies, de l'ONU, comme plateforme, comme instrument pour la résolution de conflits, ce qui est déjà, de mon point de vue, des prédispositions positives. Et à ce que je sache, elle est un partenaire inconditionnel, pourvu que dans le partenariat qui s'établit avec les pays, qu'il y ait un avantage mutuel. J'ai moi-même assisté à un atelier entre la Russie et la Guinée. Par exemple, au moment de la crise du virus Ebola, il y a eu un partenariat entre la Guinée et la Russie qui a été très positif. Non seulement il y a eu l'apport des équipements, des hôpitaux de campagne, l'accompagnement dans la formation des équipes médicales, l'accompagnement dans le programme sanitaire guinéen, mais il y a eu également le soutien des industries russes qui ont accompagné le processus, ce qui fait qu'après la crise, tous ces équipements sont restés en Guinée pour renforcer, n'est-ce pas, les structures guinéennes dans ce secteur, mais il y a d'autres. Et aujourd'hui, cette première approche positive est un bon message, un bon signal envoyé aux autres investisseurs. Parce qu'il y a très peu d'informations sur l'Afrique en Russie. Et entre 2015 et 2016, puisque j'étais sur le terrain, vous avez à peu près 10 ateliers, 10 forums qui avaient pour objet l'ouverture de la Russie sur l'Afrique. Et donc, au moment où nous parlons, il y a une attente, une réponse que la Russie attend des pays africains, et notamment du nôtre, pour
construire, si vous voulez, ces partenariats que nous voulons stratégiques, pour nous accompagner, nous, dans les projets de développement qui sont en cours, mais également, eux, pour trouver auprès de nos pays, comme nous sommes un pays à un grand potentiel, les ressources dont elles ont besoin. Le manganèse, le bauxite, tout ce qui permet à leur industrie de fonctionner. Donc, il y a plein d'opportunités qui existent pour construire justement ce partenariat entre les deux pays. Et beaucoup qui vous suivent, professeur, vont certainement se poser un certain nombre de questions. Par contre, plutôt par exemple, voulais-je dire, quels sont les liens qu'a la République démocratique du Congo, le Congo, avec la Russie, vu que la Russie ne figure pas parmi nos ancêtres coloniaux, du moins là je m'étends comme, je parle comme africain. Alors est-ce qu'elle ne serait pas, elle ne tomberait pas comme un cheveu dans la soupe, vu qu'elle se trouve dans un terrain, sur un terrain déjà conquis par les autres puissances de la planète? Non, moi je crois que il faut saluer d'abord la grande ouverture de notre pays. Il faut saluer le courage et l'audace que nos dirigeants ont eu de s'ouvrir à d'autres partenariats que ceux hérités de la période coloniale. Aujourd'hui, on peut saluer tout ce que nous faisons avec les pays d'Asie, la Chine, l'Inde. Vous n'avez qu'à voir dans le commerce actuel, vous verrez que nous avons évolué. Nous ne sommes pas restés dans les schémas traditionnels de relations avec ce que vous appelez les anciens partenaires. Il y a eu une évolution. La Russie elle-même a évolué. Je vous ai dit qu'au cours de l'année 2015-2016, il y a eu plus de 10 forums consacrés essentiellement à l'ouverture de la Russie sur l'Afrique. Quelques pays ont manifesté, ont répondu à ces attentes. Il y a eu des ateliers, je ne vais pas les citer pour ne pas en faire la publicité. Nous aussi, nous avons intérêt à répondre à cette main tendue qui nous est faite en ayant à l'esprit des objectifs clairs par rapport à nos ambitions, par rapport au programme de notre gouvernement, ce que nous attendons exactement de ce pays, en faisant l'effort de connaître le potentiel qu'elle représente et ce qu'elle peut nous apporter. Alors, pourquoi la Russie n'est-elle pas intervenue en ce moment-là, lorsque l'on parlait... qu'est-ce qui a fait que la Russie ne soit pas présente dans cette situation d'occupation des terres africaines et tout ça, à l'époque coloniale? Quels sont les éléments qui ont... Y avait-il un frein au niveau même interne de la Russie, l'empêchant d'être un acteur très très visible sur la scène africaine? Je crois qu'il faut trouver les réponses dans l'histoire. Il faut trouver les réponses dans l'histoire parce que la colonisation, si on jette un regard rétrospectif, a été essentiellement le fait de l'Europe. Même les États-Unis, comme vous le savez, c'est une ancienne colonie européenne. Européenne, effectivement. Donc, la colonisation a été le fait de l'Europe. Donc, la Russie, ou qu'elle soit la Russie d'avant l'URSS ou la Russie, n'a pas une tradition de colonisation, en tout cas pas celle de l'Afrique. Mais son parcours historique, son histoire, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, nous donne l'occasion de profiter de son savoir-faire, de son influence, ne fût-ce qu'au niveau des organisations internationales, influence qu'elle a démontrée dans notre histoire. Si vous vous rappelez la première intervention de l'ONU chez nous, elle a été soutenue par la Russie, à l'époque URSS évidemment. Donc il y a eu des éléments historiques qui démontrent l'intérêt que l'ex-URSS, la Russie aujourd'hui, avait, si vous voulez, avoir des bonnes relations avec notre pays. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas un passé colonial, mais le besoin de développement, la nécessité de s'ouvrir aux autres peut justifier qu'aujourd'hui, qu'on ait un bon et un très bon partenariat avec la Russie. Alors, professeur, je voudrais
essayer un peu de mettre sur la place publique des inquiétudes de plus d'un téléspectateur qui nous suivent, lorsque l'on dit que le professeur est en train, effectivement, d'encourager ce partenariat ou ce pont qui peut être jeté entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie. Alors on se dit, ben tiens, pourquoi le professeur voudrait qu'il s'est créé un partenariat avec un pays qui n'a pas, selon plusieurs observateurs, un visage assez démocratique? Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de ce que les médias, certains médias, donnent comme image de nos pays. Surtout occidentaux que nous autres consommons. Moi-même, lorsque j'étais en train de rentrer ici, lorsque je disais que je revenais au Congo, on me disait, quoi, vous allez au Congo? Mais, bon. Donc, il y a une image qui est projetée par certains médias en fonction de leurs intérêts. Et là, je voudrais épingler l'importance des médias. Aujourd'hui, une bonne partie des projets, une bonne partie des connaissances, une bonne partie du savoir-faire, ce sont les médias qui les portent à la connaissance de l'opinion. Et donc, il y a un grand rôle que nos médias gagneraient à jouer pour faire connaître notre pays et pour faire connaître des pays comme la Russie chez nous. En Russie, on ne connaît pas le Congo. Une grande partie de l'opinion, une grande partie des acteurs ne connaissent pas le Congo. L'Afrique en général. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit d'information. Ce qui est présenté de l'Afrique, c'est toujours les côtés négatifs. Les épidémies, la guerre et tout ce que vous voulez. Nous, en tant que Congolais, nous gagnerons à diffuser une image positive de notre pays, de nos dirigeants, à diffuser une image du potentiel que nous représentons, mais également à faire connaître, d'abord à rechercher l'information auprès des partenaires éventuels et à faire connaître ces informations pour qu'elles soient prises en compte au niveau des décideurs lorsqu'ils font le choix de construire ces partenariats. Donc je crois qu'il y a une synergie, une importance. Il faut que les médias fassent leur travail. Il faut que les dirigeants prennent en compte le fait qu'une bonne partie de l'image du pays provient de médias qui peuvent ou pas leur être favorables. Il faut trouver donc les moyens d'apporter une réponse médiatique à ces images négatives. C'est tout un travail de promotion qu'il faut faire du pays pour justement atténuer, pour ne pas dire annuler, ces images négatives qui sont faites à la fois des pays comme la Russie, mais des pays comme les nôtres aussi. Ça, c'est une bonne présentation de fait, professeur, mais j'étais en train de discuter avec vous et je me rappelle que vous amorciez un débat qui vaut son pesant d'or lorsque vous essayez un peu de comparer ce que nous appelons démocratie. Y a-t-il lieu de faire la différence entre la démocratie russe, que la démocratie américaine ou la démocratie européenne ou française? J'ai aimé une de vos interventions où vous dites, est-ce que c'est ça une démocratie aussi? Je voudrais un peu que vous reveniez sur ça pour essayer un peu de donner cette opportunité à nos téléspectateurs de peser d'eux-mêmes. Je dirais que chaque démocratie doit prendre en compte le contexte national ou régional. Si je ne prends que le cas de la France, dont on dit qu'elle est un pays démocratique, je peux faire la réflexion suivante. Déjà, ne sont présentés aux électeurs que les membres des partis politiques ou de certaines organisations de la société civile. Donc avant même le vote, il y a déjà une sélection qui est faite là, au niveau du choix de ceux qui se présentent à l'électorat. Et au niveau des partis, il y a ceux que le parti désigne pour se présenter à l'électorat, avant même que le peuple n'ait choisi. Il y a déjà une sélection à ce niveau. Soit les gens ont les moyens et il faut campagne,
soit ils n'ont pas les moyens et ils doivent chercher les moyens ailleurs. Celui qui donne les moyens conditionne ces moyens à un certain nombre d'exigences. Vous avez déjà une sélection là-bas. Finalement, n'est présenté à l'électorat qu'une poignée de personnes. Ceux qui ont les moyens, ceux qui sont soutenus par leurs partis politiques ou leurs organisations, mais qui sont souvent loin de représenter la véritable base. Ces instituteurs locaux dans nos provinces, ces animateurs ruraux au plus près des citoyens sont écartés de ces choix. Donc, lorsqu'on parle de démocratie, il n'y a pas un modèle idéal. Il y a toujours une adéquation qu'il faut établir entre l'environnement socio-économique dans lequel on évolue, les mentalités. Il faut que les mentalités évoluent. Vous le savez, dans la plupart des pays africains, chaque fois que liberté est donnée à l'individu de s'exprimer, souvent, ce ne sont pas des critères objectifs qui sont pris en compte. Vous avez plusieurs éléments subjectifs, l'appartenance à tel groupe, qui prend en compte pour biaiser, si vous voulez, la dimension objective que devait revêtir normalement le choix que l'on fait de députés, de sénateurs ou de tous ceux qui réclament un mandat du peuple. Et donc, la Russie a son modèle également, avec l'avantage que c'est aussi le choix des électeurs qui est sollicité directement. Mais la Russie a une histoire, elle a évolué dans un contexte. Il y a peut-être aujourd'hui, comme c'est le cas, besoin d'un homme fort. Et le rayonnement actuel que l'on reconnaît, qu'on est unanime à reconnaître à la Russie aujourd'hui, est peut-être le fruit de l'action de cet homme fort qui est aujourd'hui au pouvoir. Ce processus-là, et vous pouvez interroger les uns et les autres, vous verrez que c'est quelqu'un qui est aimé dans son pays. Le président est aimé dans son pays. Même si, dans certains médias, la Russie est présentée comme autre chose qu'une démocratie, mais il reste que les électeurs s'expriment, les élections ont lieu régulièrement, et le choix des électeurs est respecté. Je ne vais pas parler évidemment des Russes, mais j'essaie plus ou moins de vous dire qu'il n'y a pas un modèle idéal que nous serions obligés de suivre. Nous sommes assez mûrs pour définir nous-mêmes le contexte, les contours que nous devons donner au processus qui conduit à l'élection de nos dirigeants. Voilà, professeur, je voudrais aussi me poser une question, parce qu'effectivement c'est bien d'échanger avec vous. Ça me donne l'opportunité de soutirer un peu des réponses qui pourraient répondre à nos attentes. Permettez cette tautologie. S'il vous avez été demandé, professeur, de contribuer pour que cette coopération soit vivante, effective, abondante, qu'est-ce qui serait envisageable dans le plus court délai? Ou bien quels sont les conseils que vous pourrez prodiguer à ceux qui ont la charge, effectivement, de chercher des bons partenaires pour la République démocratique du Congo en devenant, par exemple, un marketeur de la Russie? Non, je ne peux pas être marketeur de la Russie. Parce que vous êtes marketeur de la République démocratique du Congo pour de bons partenaires pour son développement. Parler pour mon pays comme observateur. Nous avons le programme du gouvernement. Nous avons le programme qui doit être appliqué, qui nécessite des ressources, qui nécessite des équipements, qui nécessite une certaine expertise dans plusieurs secteurs. Nous avons, nous, à définir les besoins qui sont les nôtres. Nous avons plusieurs défis. Nous avons le défi sécuritaire, nous avons le défi du développement, nous avons le défi, je dirais, sanitaire, humanitaire. Ne fût-ce que dans ces trois secteurs, la Russie a un savoir-faire dont on pourrait bénéficier. Elle n'est pas la seule, c'est vrai, mais elle a un savoir-faire dont on pourrait bénéficier. C'est à nous,
à utiliser les moyens diplomatiques à notre disposition, à mettre au bon niveau à la fois notre représentation et nos diplomates, pour que ces besoins nationaux, si elles peuvent avoir des réponses au niveau d'un partenariat avec la Russie, que ça soit clairement dit et que les diplomates travaillent, que des accords soient signés pour que les deux pays trouvent un intérêt à être en bon terme. Alors on va maintenant parler de... Je voudrais mettre à profit ces petits temps qui me restent pour parler du JIPA, du groupe d'initiative pour la paix et la prospérité en Afrique. Est-ce que vous avez, peut-être qu'avec votre absence, on n'a pas beaucoup plus senti les actions de ce groupe, mais parlez-nous-en un peu du JIPA. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Le JIPA que je dirige a pour vocation à apporter aux décideurs les informations dont ils ont besoin pour éclairer leurs décisions. Voilà, si je dois résumer. Bien sûr, avec un grand intérêt pour la cohésion, pour la paix, un grand intérêt pour l'efficacité. Cette absence du pays, effectivement, a considérablement réduit mon champ d'activité. Vous le savez, j'ai fait des formations à plusieurs niveaux ici au pays. J'ai apporté mon petit savoir-faire à plusieurs niveaux. Et puis, il faut les moyens. Il faut les moyens pour intervenir dans les médias, il faut les moyens pour mener des études, il faut les moyens pour pouvoir écrire, parce qu'il faut également apporter de l'écrit. C'est peut-être ces moyens que nous sommes en train, avec beaucoup de difficultés, de chercher à réunir. Nous espérons que les médias, des interventions comme la vôtre seront les bienvenues, parce que je crois qu'il y a un besoin. L'idée de base, c'était quoi? Vous avez, par exemple, dans notre pays, un processus de dialogue qui est en cours. Dialogue, ça veut dire qu'il y a deux camps. Et les gens veulent accéder au pouvoir. Nous n'avons aucune autre ambition que, sur les questions importantes, sur les questions techniques, sur les questions culturelles, d'apporter aux décideurs, le décideur qui est en place, l'éclairage nécessaire pour que sa décision, la décision qu'il prend, soit la plus efficace possible. C'est seulement ça notre ambition. Et depuis que je suis là, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de frapper par ici, par là, pour expliquer par rapport à ce que je perçois comme défi, l'éclairage que ma modeste expertise et celle de ceux qui m'accompagnent peuvent apporter pour que ceux qui ont la décision prennent une décision qui soit bénéfique d'abord à la République et qui leur soit bénéfique. Okay. Alors, quel est l'avenir, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo en tant qu'observateur de la vie internationale, comme vous le dites? Moi, je suis confiant. Je suis confiant parce que nous n'avons pas un autre destin que le nôtre à construire. Mais je crois qu'il faut être créatif aussi. La vie est un processus créatif. C'est-à-dire que c'est nous qui devons créer l'avenir que nous voulons. C'est nous qui devons le créer. Nous devons le créer comment? En le définissant. Moi, je le vois un avenir consensuel, où tout le monde est en harmonie, où tout le monde a compris l'intérêt de se mettre ensemble, où tout le monde comprend l'intérêt de ne pas copier servilement ce qui se fait ailleurs, mais de tenir compte du contexte qui est le nôtre, pour que chaque citoyen congolais, chaque partenaire du Congo se sente à l'aise avec le Congo, avec les Congolais. Et alors, professeur Joseph Kindoundou, je voudrais que vous puissiez dire une phrase ou une parole à ceux qui vous suivent présentement pour leur donner beaucoup plus d'assurance. Pratiquement la même chose que vous avez dit, mais cette fois-ci, ce sera fait directement. Et ce serait bien que ceux qui peut-être vivent dans le désespoir ou vivent dans l'incertitude puissent
avoir une belle parole provenant d'un opérateur scientifique comme vous, par exemple? D'abord, je vais m'excuser de devoir donner mon point de vue, qui n'est que le point de vue d'un simple observateur de la vie. Mais comme je l'ai dit, la vie, qu'elle soit individuelle ou collective, est un processus créatif. C'est-à-dire que c'est à nous de créer le futur que nous voulons. Et moi, le futur que je veux pour mon pays, c'est un futur d'unité, un futur d'efficacité dans le développement, un futur où on a la capacité à dépasser les besoins personnels pour placer le besoin collectif au premier plan. C'est un futur sécuritaire dans lequel nous sommes heureux de vivre dans notre pays. Lorsque j'ai dit que je rentrais ici, tout le monde a dit « Mais attention, attention ». J'ai dit non. C'est nous qui devons aimer ce pays. C'est nous qui devons créer les conditions pour y être à l'aise. Et nous devons aider nos dirigeants à être à l'aise également dans leurs fonctions. Donc je vois, pour moi, la cohésion nationale, l'amour de la patrie, le patriotisme, le travail, parce que rien ne se fera sans le travail. Chacun, au niveau où il se trouve, s'il travaille, s'il met les intérêts de la communauté en avant, je crois que petit à petit, les conditions de cette harmonie, les conditions de cette paix intérieure, extérieure, les conditions de... Je veux aussi un bon voisinage. Je veux des bonnes relations avec les voisins, avec le monde entier. Et je crois que c'est possible, mais pourvu qu'on y travaille. Et alors, un petit mot, professeur, par rapport à votre domaine de prédilection, les relations internationales. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions renforcer notre présence au travers de tous ces autres pays? Je crois qu'il y a déjà beaucoup. Il y a nos diplomates, ils sont vieux, nos diplomates, ils ont des difficultés, des fonctionnements. Je le dis parce que plusieurs fois, lorsque il m'arrive d'effectuer des déplacements, je me rends compte des conditions dans lesquelles vivent nos diplomates. C'est vrai qu'il y a un effort considérable qui est fait, mais il y a quand même beaucoup à refaire. Par exemple, s'il faudrait peut-être que je le cite, puisque nous parlions de la Russie, nous n'occupons pas des locaux qui représenteraient valablement la République démocratique du Congo. Encore faudrait-il que nous payions ce que nous devons à ce pays-là ou à ces propriétaires de ce bâtiment-là comme arriérés qui s'élèveraient à des montants que l'on pourrait facilement débloquer pour redonner à la République démocratique du Congo toute sa richesse et toute sa grandeur en tant que pays de Lumumba. Je crois que beaucoup a déjà été fait dans le rayonnement de notre pays. Il y a eu plusieurs sommets qui se sont organisés chez nous. Quand vous regardez les déplacements de nos élites, ils circulent à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même un grand effort d'ouverture qui a été fait. Je vous ai parlé du courage politique que nos dirigeants ont eu à s'ouvrir sur des créneaux asiatiques, loin des schémas traditionnels, en dépit de toutes les contraintes qui étaient liées à cette audace. Maintenant, il faut que l'appareil diplomatique suive en termes de ressources humaines compétentes, mais également en termes de moyens pour accompagner ces ressources humaines. Exactement. Dans beaucoup de pays, il faut que le niveau de notre représentation soit rehaussé, tant au niveau du personnel diplomatique qu'au niveau des moyens qui leur sont alloués et des objectifs qui leur sont attribués selon la sphère d'influence que nous cherchons à avoir dans tel ou dans tel pays. Et ça, c'est possible, pourvu qu'il y ait la volonté de le faire et qu'il y ait des actions concrètes qui soient menées dans ce sens-là. Nous, très modestement, nous pouvons à ce niveau que lancer ce cri d'alarme en espérant qu'il soit entendu. Merci beaucoup, professeur Joseph Kindundu. Vous êtes le président du JIPA, le groupe d'initiative pour la paix et la prospérité en Afrique.
un observateur de la vie internationale, spécialiste des relations internationales aussi. Avec lui, nous abordions le sujet lié aux enjeux de la République démocratique du Congo ou bien aux enjeux de la coopération avec la Russie. Pour quel avenir en République démocratique du Congo, ou bien pour quel avenir de la République démocratique du Congo. Je pense que nous avons saisi toute l'opportunité qui nous est offerte de mettre à profit ce partenariat, de mettre à profit cette coopération, laquelle pourra nous être bénéfique parce que c'était déjà un pays qui s'ouvre aux autres et nous avions déjà vu sa main tendue il y a plusieurs décennies, elle continue d'être tendue, il revient maintenant à nous, il revient aux autorités de la République démocratique du Congo de prendre cette main-là et puis de mener une coopération qui pourra nous être très, très profitable, surtout nous qui voulons à ce que ce pays puisse devenir un grand en Afrique. Merci d'avoir suivi cette émission, le magazine jusqu'au bout. C'est pratiquement 45 minutes d'échange ou d'entrevue. Vous connaissez les rendez-vous, c'est tous les jeudis à 21h, heure de Kinshasa. La rediffusion intervenant très tôt matin le samedi et puis le mercredi de la semaine qui suit à 10h30 minutes, heure de Kinshasa. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo. Au revoir. Professeur, je vous remercie. Merci. Merci.